Mesdames, Messieurs, bienvenue à Conflit des générations. Ici Jean-Ernest Pierre. On est là avec la belle équipe. Corinne, comment ça va, Corinne? Ça va bien, Corinne? Ça va bien. Ça va bien. Naïka, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Valérie, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, merci. Ça va très bien, très bien. Alors, on va débuter Conflit de génération aujourd'hui avec, on va parler de patrimoine familial. Non, c'est pas le dossier de l'avocate, là. Hein? Ça va être notre dossier à nous tous. On va parler, naturellement, on va parler de patrimoine familial dans le sens... quand on est dans une famille, oui, il y a toujours un patrimoine, ça c'est légal, n'est-ce pas? Il y a toujours un patrimoine, mais lorsqu'on est, on devient adulte, jeune adulte, est-ce qu'on peut contribuer à enrichir le patrimoine familial? Et on va prendre pour acquis que le patrimoine va nous appartenir après un certain temps. Alors... question de patrimoine familial, est-ce qu'on est conscient effectivement que lorsque les parents vont partir pour l'autre monde, tout ça va nous appartenir, mais lorsque avant même de commencer d'avoir les moyens d'agrandir, on lève le nez sur le patrimoine familial, plutôt que d'essayer de l'enrichir, de l'embellir le patrimoine familial. Alors, je vous laisse avec le début qui est le patrimoine familial. Comment vous le voyez, le patrimoine familial? Ça dépend du patrimoine, hein? Je pense qu'il y en a qui vont convoiter leur patrimoine s'ils savent dès le départ que le patrimoine est particulièrement enrichi ou bien garni, alors que d'autres ne vont pas être vraiment conscients de ce qui les entoure, de leur patrimoine familial si, en fait, c'est pas si extraordinaire que ça pour eux. C'est ce que je me dis, là. Ça dépend. Conscient ou pas. Si tu sais que tu es riche, tant mieux. Mais des fois, si tu es une personne bien normale, tu ne penses pas nécessairement à ça, à ce que tu vas recevoir comme legs de tes parents plus tard. Ça ne va pas à l'esprit tout de suite, là. Mais je pense que peut-être à un certain âge, où est-ce que tes parents commencent, entre guillemets, à faire leur testament, où ils t'en parlent un peu, c'est là que comme tu sais que le temps avance puis que éventuellement tu vas prendre la relève, là, en ce cas dépendamment de qui. Mais sinon, tu sais, à un jeune âge ou whatever, on n'y pense pas tant que ça au patrimoine. Non. Nos parents sont là, donc c'est comme cool. Ouais, je pense pas que c'est quelque chose qui est conscient pour beaucoup de personnes, surtout justement si c'est pas une famille qui a des richesses à n'en plus finir, mais pour la classe moyenne, à moins que tes parents t'en parlent spécifiquement, je pense pas que c'est un sujet qui nous vient en tête comme ça, là, un mardi soir à mes frères. J'ai hâte de recevoir ma maison en tête. Comme moi. On va commencer par prendre pour acquis la classe moyenne. Hein? On va pas regarder les gens à millions, à fortune, etc. Il y a toujours un patrimoine familial. Et le patrimoine familial, l'avocate le sait, c'est... aussi, ce qui est négatif, c'est les dettes aussi, là. Parce que, bon, on sait que les parents ont travaillé très dur, n'est-ce pas? Et effectivement, s'il va rester quelque chose exempt de dette, ben, ce qui va rester, ça va nous appartenir d'une certaine manière. Et avant de rêver d'avoir pour vous le château, n'est-ce pas? Mais c'est la petite maison qu'on voit au départ et qu'on trouve, oui, modeste, mais c'est une modeste maison, mais c'est notre maison. Et la première chose, la première chose à faire de ce patrimoine familial, c'est de l'entretenir. Et je regardais justement, dans la famille, en général, c'est toujours un branle-bas de combat pour que la maison reste propre, intacte. Hein? On est majeur, oui, mais c'est quand même la bataille pour que la maison reste intacte. Et c'est une maison qui est propre, qui attire le regard, n'est-ce pas? Et c'est cette maison qui prend de la valeur. Ça commence par la propreté.
Ouais, je suis d'accord. Il faut nettoyer sa chambre. Non, c'est sûr que c'est important. Là, une maison entretenue et propre, ça va pouvoir demeurer dans le patrimoine pendant plus longtemps au fil des générations. Puis aussi, c'est intéressant de voir, c'est que, surtout dans les familles immigrantes, ou même les familles de classe moyenne en général, c'est l'évolution du patrimoine au fil des générations. Si on regarde le patrimoine, la maison, disons, de nos grands-parents, la maison de nos parents, puis ensuite les maisons que nous avons, que nous allons avoir, ben c'est vraiment un testament du progrès de la famille qui monte au niveau des échelons de la société. Donc ça, c'est intéressant aussi à constater. Oui. Bon point. Alors, quand on parle de l'entretien de la maison, l'entretien, moi je crois que puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on commence à peine la vie, on termine, on va terminer nos études universitaires, on rêve de faire de l'argent, mais pour l'instant, on n'a pas d'argent. Il y a un apport qu'on peut faire quand même, qu'on doit faire quand même au patrimoine familial, qui est l'entretien. Et ça, c'est... Moi, je reste là-dessus parce que je sais que dans certaines familles, c'est tout un combat. Mais je pense que justement, un jeune qui vient de terminer ses études universitaires ou même qui est encore dans les études ne pense pas justement à tout ça. Je pense que ça, c'est une perspective de parent où est-ce que tu sais que tu vas laisser ça pour ton enfant, tu veux que ça soit bien, ça soit propre, bien entretenu, justement une maison qui va prendre de la valeur. Pour un jeune, on pense pas à tout ça. Comme on n'est vraiment pas rendu là, je pense que comme... On pense même pas que cette maison va nous appartenir. Tu sais, il y a aussi ce déni, si on veut, que comme mes parents vont être là pour toujours, c'est leur maison, puis moi, je vais avoir ma maison à côté. Tu sais, c'est comme toute une réflexion qu'on doit avoir pour se dire, ah, attends une minute, ça va être à moi, ça va me revenir, il faut que j'en prenne soin et tout. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui réfléchissent comme ça, je pense. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres biens qu'une maison, que ce soit tes vêtements, tes souliers, tes biens matériels. Comme si on n'apprend pas à comprendre que ces biens-là vont pouvoir durer plus longtemps, puis être transmis à la génération future, peu importe si on en prend soin, ben c'est sûr qu'on ne va pas le faire, mais c'est super important. Puis je pense qu'il y a justement une transition qui doit être faite pour que l'enfant puisse entretenir la maison par la suite, parce que sinon, tu sais, s'il est comme pas préparé à ça, il pourrait juste s'en débarrasser, puis, parce qu'il y a trop de responsabilités qui viennent avec. Donc, il y a une transition aussi qui doit se faire, surtout quand l'enfant est jeune, là, pour vraiment qu'il puisse bien entretenir la maison par la suite. Parce que nous parlons de l'entretien, c'est dans le sens d'un apport. Hein? On ne travaille pas, on n'apporte pas d'argent comme tel, mais déjà c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on apporte. Et là-dessus, mea culpa, maxima culpa, c'est que dans nos familles haïtiennes en général, on prend les pères et mères prennent tout sur leur dos, de l'entretien jusqu'à la nourriture et tout, en disant que l'enfant n'a rien à faire. Mais c'est une jeune adulte et la personne qui n'a pas l'habitude de prendre soin d'une maison jeune aura beaucoup de misère, plus vieux, plus vieille, à prendre soin de sa maison. Alors, c'est quelque chose à inculquer aussi. Quand le jeune ne le fait pas, ou la jeune personne ne le fait pas, ne fait pas cet apport-là au patrimoine, ben, quelquefois, c'est la faute des parents. Moi, je veux dire, les parents, surtout haïtiens, vont souvent protéger ou bien, je sais pas moi, privilégier le jeune garçon de la famille. Tu sais, c'est souvent l'homme noir qui n'apprend pas ses tâches de base comme nettoyer la maison, cuisiner, entretenir la maison, parce que pour les parents, c'est pas le job, c'est pas le travail de l'homme, le jeune garçon noir dans la famille. Ça revient souvent aux aînées filles ou bien les filles de la famille. Donc ça, c'est un problème aussi dans notre culture.
Je pense que souvent, ces jeunes-là sont confrontés justement à la réalité. Quand tu vas en appartement, tu es fier, tu vas avoir ton propre appartement. Et là, on se rend compte qu'attends une minute, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse l'épicerie. Comme, ils sont pas prêts à être dans l'appartement. Peut-être que financièrement, on est prêt, mais dans la vie du quotidien, de comment gérer une maison, un appartement, beaucoup sont pas réellement prêts pour ça, là. Vraiment. Et puis, on va aller plus loin parce qu'on regarde le patrimoine. On dit, on commence, on termine les études, on n'a pas d'emploi. L'apport qu'on peut faire au patrimoine familial, c'est d'en prendre soin, de faire en sorte qu'on soit fier, n'est-ce pas, qu'on ne soit pas la famille qui habite cette petite maison la plus laide du quartier. Au moins elle est bien entretenue et on est fier de ce qu'on est, d'où est-ce qu'on habite. On peut inviter, c'est notre palais, notre château, même si elle est petite, mais c'est notre château, on peut inviter le Premier ministre, n'importe qui. Maintenant, on va encore un peu plus loin. On termine les études et on décide qu'on va, pour un certain temps, continuer à habiter en famille avec le père et la mère, et on travaille, on a des sous qui rentrent, mais qu'est-ce qu'on fait? On dirait que le principe chez nos jeunes, à partir du moment qu'on travaille, qu'on a de l'argent, c'est le temps de partir. Ouais, mais pour les jeunes, tu veux dire, dans notre perspective, on veut partir? Ben oui, parce que moi je reste toujours dans le patrimoine familial. On commence, et vous savez très bien que vos pères et mères sont venus d'ailleurs et ont dû commencer au bas de l'échelle, etc. Et on trouve la famille dans une toute petite maison. Et le père et la mère continuent à travailler en arrache, etc., etc. Mais si on veut effectivement bâtir à partir de ce qu'on a, il faudrait que tous on contribue. Moi, je parle encore de l'apport. Aujourd'hui, tout à l'heure, on était dans l'apport par rapport à l'entretien qu'on pourrait amener dans cette maison, qu'on doit apporter pour cette maison La Garde des Pommes. Maintenant qu'on travaille et qu'on commande un pas mal bon salaire parce que vous êtes professionnel, est-ce que c'est le temps de décamper et d'aller louer l'appartement le plus luxueux, cette fois-ci pas n'importe où, là, au centre-ville, n'est-ce pas? Downtown, n'est-ce pas? Et aller gaspiller. Est-ce que si on pense de manière communautaire, est-ce qu'on ne devrait pas penser à enrichir ce patrimoine? Parce qu'on sert au départ. Parce que si tout à l'heure vous me disiez que vous ne saviez pas, à peine le secondaire terminé, là vous avez terminé l'université, vous savez que c'est un patrimoine qui va vous appartenir. Donc, en fait, c'est d'investir dans la maison des parents dans laquelle on a rester habiter avec eux, puis travailler sur l'esprit de communauté de la famille. Payer l'hypothèque. Bon, alors. Le problème dans ça, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, c'est-à-dire la santé mentale de la personne qui habite avec ses parents. Parce que bien qu'on veuille contribuer à la charge familiale, contribuer aux dépenses, aider nos parents, ça reste qu'à un moment donné, vivre avec ses parents peut être apporter son lot de conflits, de conflits de génération. Hein? Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu pour expliquer pourquoi les jeunes quittent leur maison et ne veulent pas contribuer vraiment au patrimoine familial concrètement. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose que le jeune veut être un peu indépendant et vivre sa propre expérience et fonder son propre patrimoine de son côté. Surtout si éventuellement ils vont fonder une famille, se marier, etc. Donc, pour moi, c'est un processus normal. Oui. Mais je suis sûre qu'il y a des familles qui vivent différemment puis qui restent en famille pendant bien longtemps. Est-ce qu'elles sont plus riches?
Ben moi, je suis bien, là. Je suis bien parce que Non, mais oui, mais c'est pas une question de pas être bien. Moi aussi, mais je veux dire, si t'es bien, tu restes chez tes parents. Il y en a qui sont pas bien, il y en a qui, pour des raisons X, pour étudier, pour travailler, ils vont déménager. Ouais. Mais moi, je fais partie de l'équipe qui... Je suis restée tard, là, chez mes parents. Je suis partie, j'avais 27 ans. Donc, tu sais, j'étais bien, mais à un moment donné, à 27... Tanguy? Hein? Tanguy? Tanguy. Celui qui restait chez ses parents, là, très vieux. Ah, tu vois, conflit de génération. On n'a pas les mêmes références. On n'a pas les mêmes références. Mais, justement, je suis arrivée à un point où est-ce que je me dis, bon, OK, justement, je travaille, j'ai quand même assez d'argent d'économiser, je suis prête à voler de mes propres ailes, il faut que j'essaie de voler de mes propres ailes parce que si je suis tout le temps dépendante de ma mère, je me fie à ma mère, c'est elle qui fait l'épicerie, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait ci, ben la journée que je vais me retrouver seule, parce que ma mère, malheureusement, va quitter à un moment donné, mais je ne saurais pas comment m'occuper de moi-même non plus. Donc, il faut que les jeunes puissent partir, aller faire leur vie, essayer des choses, bon, et puis développer cette indépendance. Ouais, Alors, je vais poser le problème autrement. Parce qu'on est bien conscient, effectivement, qu'à un moment donné, comme dit la fable, il faut quitter papa-maman. C'est normal. Normal. Mais on reste encore avec le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas nécessairement de rester dans la maison des parents, mais c'est de contribuer à l'enrichissement de la famille. Enrichissement de la famille, ça veut dire, qu'on ait des projets d'agrandissement, qu'on ait un projet commun, qu'on ait un projet d'investissement. Je ne sais pas, mais on dirait qu'il est plus facile pour ceux qui ont l'esprit d'aventure d'investir avec des amis plutôt que d'investir dans le peu qui existe déjà dans le patrimoine de la famille. Parce que la famille, c'est quand même la famille. Hein? Là, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, des difficultés extrêmement graves entre membres d'une même famille. Mais généralement, ce qu'on trouve dans la famille, quand il y a l'entente, l'harmonie, ben, c'est une coopération qui peut aller très loin. Bâtir un empire peut partir de membres de la famille. Pourquoi on ne pense pas comme ça? On dirait qu'à partir du moment où on peut commander un revenu qui a du sens, ben, on détale et on va loin de la base. Je pense que les jeunes ont le dos large, là. Donc, c'est aux jeunes de décider d'investir avec leur père, leur mère. Je pense que l'inverse est aussi vrai. C'est aussi aux parents qui voient que son jeune, tu travailles bien, tu as de l'argent, tu as un bon salaire. On devrait investir dans l'immobilier ensemble. On devrait faire ci. L'initiative ne devrait pas toujours venir du jeune qui, justement, est jeune, veut flamber son argent, veut vivre, veut faire plein de folies. C'est aux parents de responsabiliser et de dire, on va investir ton argent de façon intelligente. Parce que souvent, les parents rendus à leur âge, ils veulent plus prendre de risques financiers aussi. Ils veulent plus tant investir. Ils ont peut-être fini de payer leur hypothèque. Ils ont fini de payer leurs dettes. Ils préparent leur retraite. C'est pas tous les parents qui sont ouverts à l'idée d'investir une hypothèque de 500 000 et plus à nouveau là, à leur âge. Ça peut faire peur. Donc, ouais, c'est vrai que ça devrait venir des parents, mais je peux comprendre leur réticence à cet effet-là. Et c'est exactement pour ça que vous avez l'esprit de l'aventure beaucoup plus. Et moi, je vois très bien la chose, hein, parce que j'ai déjà vu un vieux pépère qui conduisait vraiment avec les deux mains au volant, n'est-ce pas? Alors que quand on est plus jeune, on a tendance à aller, parce qu'on a cette assurance-là, et on peut faire de grands pas. Quand on est plus vieux, on fait de petits pas. Et si on pense à agrandir, effectivement, à prendre des risques, puis c'est à vous, les jeunes, à dire à papa, oui, moi je suis là, et puis mon frère et moi, et ma soeur, et on peut travailler, on veut avoir là-dedans parce qu'on a vu le point de départ, on a compris tout le trajet que vous avez fait, toi et maman, et puis
On veut et on est prêt. Hein? Vous avez les fonds. Mais c'est ça. C'est vous qui avez les fonds. Plus souvent que nous. Ouais. Non, on est d'accord, oui, mais la garantie, à savoir qu'il va y avoir un suivi, ah ben, c'est vous qui devez donner cette garantie-là. Parce que moi, si j'investis tout ce que j'ai travaillé à faire, là, tout d'un coup, et puis c'est, comme a dit Valérie tout à l'heure, c'est pour mieux flamber mon argent. Non, merci. Hein? Je sais. Mais je pense que c'est un apprentissage qui se fait jeune. C'est quelque chose qu'on doit cultiver aussi. Moi, j'avais un élève dans le temps, justement, qui a commencé à travailler à 16 ans. Et dès le début de son emploi, son père lui a dit, écoute, on va prendre une partie de ton argent et on va investir. Ils ont acheté un triplex ensemble. C'est le père, évidemment, l'enfant avait 16 ans, il venait de commencer à travailler au McDonald's. On s'entend que c'est le père qui a investi tout le down payment pour payer ce triplex-là, mais le nom du jeune était dessus, comme ça va te revenir, c'est à toi, puis de déjà, à l'âge de 16 ans, commencer à cultiver cette idée-là. Donc, c'est sûr que ce jeune-là, rendu à 30, 35, 40 ans, mais ça va lui rester, il va continuer à investir avec ses parents et tout, mais ça, je pense que cette valeur-là vient du parent d'abord, et à un moment donné, ça s'inverse, Puis il faut que le parent soit assez éduqué financièrement pour même savoir que c'est une possibilité ou comment gérer l'argent de l'enfant comme ça. Il faut que le parent le sache. Moi, la plupart des parents, je pense pas que ils pensent à ça nécessairement, là. C'est un petit peu pour ça, je pense que là, on peut parler de coopération. Quand le parent a un manque, c'est qui fait l'apport? Ben, c'est les enfants qui sont bien préparés. Nous, on dit, on envoie nos enfants à l'école pour nous dépasser, n'est-ce pas? Ils font beaucoup plus d'études que nous. Ils peuvent nous raisonner. On peut... on n'est plus à l'âge tellement, comment je pourrais dire, à l'âge où les parents sont là tout simplement pour réprimer. Nous sommes des adultes, jeunes adultes et plus vieux adultes, n'est-ce pas? Mais on est là pour s'entendre. Et si on remarque que le parent n'a pas la capacité, n'a pas la notion et craint de prendre des risques, mais c'est à nous à lui donner la garantie. Moi, je vais voir comment va fonctionner mon enfant avec son argent, parce que là, on en vient justement à parler d'argent, pour savoir si je me sentirai en sécurité lorsque je lui laisse la gestion de mon argent. Parce que justement, l'argent des parents, en général, on dirait que c'est ça qu'on peut dépenser. C'est moi ce que j'appelle l'argent Monopoly. Et quand le jeune commence à travailler, oh non, c'est de l'argent, c'est important. Et puis, mais c'est important si ça investissait tout de suite là, dans des valeurs, dans des biens de valeur, justement. Mais non, c'est le flambage. Mais moi, je pense que les parents, là, ils ont choisi de nous avoir. Les parents ont choisi d'avoir un enfant. Donc, à partir de là, je me dis, ils doivent avoir assez d'argent pour prendre soin de moi. Non, mais j'imagine que les parents, au fil des années, ont fait beaucoup plus d'économies que moi et prévoient certains budgets pour certaines choses par rapport aux enfants. Donc, mais c'est sûr que l'enfant qui commence à travailler ou qui rentre sur le milieu du travail, ben, il n'a pas tout ce background-là, ces économies-là derrière lui pour le supporter. Et même l'expérience financière. Donc, c'est sûr qu'au début, le jeune va peut-être flamber son argent ou en profiter du moins de son argent. Puis après, il prendra des décisions plus sages. Éventuellement, au fil du temps, il va devenir un parent peut-être lui-même et économiser. Donc, ça, je me dis que l'argent des parents, ben... c'est fait pour dépenser. Pour dépenser, c'était prévu. Il le savait dans quoi il s'embarquait. Non, mais on est encore chez le parent, n'est-ce pas? Et on travaille. Dans 90% des cas, je pense que je n'ai pas de statistiques dans les familles haïtiennes, les enfants ne contribuent pas, même ceux qui travaillent. Ça dépend. Non, j'écoute, là, ça dépend. Ça dépend. Comme, si, admettons, je vais prendre ma famille à moi, là, mais bon, moi, j'avoue, je
Je contribue pas. Léonette. Mais à coup pas. Je contribue autrement. Oui, je contribue autrement. Puis c'est pas comme si que tu sais, je me proposais pas non plus pour contribuer. C'est juste que je pense que ma mère, elle a comme cet esprit que c'est comme si mes enfants, Jean-Marie également, c'est comme si mes enfants, fait que je vais prendre soin d'eux, fait que ils sont vraiment toujours là pour nous. Mais si j'avais l'opportunité de comme contribuer, j'aurais contribué, bien évidemment, même aujourd'hui. Mais Ils nous entendent. mais en même temps, j'ai d'autres membres de la famille où est-ce que eux, ils vont vraiment contribuer, tu sais, que ce soit dans le paiement de l'hypothèque ou ce genre de choses-là, dans les factures, pour leur auto, ce genre de trucs-là. Donc, c'est pas tout... Mais tu sais, en même temps, c'est ma famille, là. Mais, tu sais, il y a plus de personnes qui vont contribuer avec leurs parents que pas contribuer. Je dirais que je suis probablement une des seules. Mais je suis un peu j'étais dans la même situation, comme ma mère voulait pas que je contribue non plus. Fait qu'à un moment donné, en tant que parent, comme tu dis, il y a cet esprit de protection, c'est ton argent, économise, tu vas devoir acheter quelque chose, une auto, une maison, comme économise. Moi, je vais pas me battre contre toi. J'économise. Fait que je pense qu'il y a ce back and forth aussi qui se fait avec les parents qui veulent nous protéger, qui veulent qu'on gère bien notre argent, justement, pour pas dépenser sur l'épicerie ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a une certaine valeur à apprendre à contribuer, à payer les factures une fois de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais une fois de temps, je paye Hydro ce mois-ci, de s'offrir, je pense que c'est important aussi. Hein. Mais justement, grâce à ça, ça m'a comme permis d'économiser, puis tu vois, ma mère, elle m'a comme poussé un peu dans l'immobilier, qui fait en sorte que, tu sais, j'ai pu investir dans une immeuble, donc c'est la balance, si on veut. Là. C'est comme ça pour elle que elle voulait que tu contribues pour toi-même, pour ton patrimoine. Ouais. Je pense Alors, vous allez encore une fois là regarder ce que ça va amener comme changement dans les générations à venir. 80% cette fois-ci, je baisse un peu, parmi les parents haïtiens ne permettent pas à leurs enfants, une fois rendus à l'université, de prendre le prêt. Le prêt et bourse, là, généralement, ils ne veulent pas que leurs enfants commencent la vie adulte avec des dettes. Je descends ça à 70% parce que ceux qui n'ont pas les moyens n'ont pas les moyens. Mais à partir du moment où un parent haïtien a les moyens, peut, et des fois c'est des moyens qu'on va chercher très loin là, hein, avec des heures supplémentaires, etc. à leur travail, ils vont faire tout en leur pouvoir pour éviter que l'enfant débute la vie d'adulte avec des dettes. Et après l'université, et qu'on commence à travailler, je ne veux pas dire qu'il faudrait rembourser, non, c'était pas un prêt qui était fait, mais au moins qu'on comprenne et qu'on participe d'une certaine manière et qu'on ne dise pas « Oh, j'ai de l'argent, je m'en vais, c'est le temps de partir, n'est-ce pas ?» C'est une drôle de façon de récompenser le parent. Mais le diplôme, c'est pas suffisant. Sur les photos de graduation. C'est déjà vraiment suffisant. Le parent est tellement fier. Mais en plus, si on rembourse l'université, est-ce qu'on doit rembourser aussi le secondaire, puis le primaire? Où est la limite? On ne demande pas de rembourser, mais c'est de voir comment on détale tout de suite. Ah ben j'ai de l'argent, mais puisque j'ai de l'argent, je vais revenir dans le downtown, etc. Mais, et alors je parlais de changement de paradigme, changement, différence de génération. Est-ce que vous croyez, là, des trois que vous êtes ici, là, que vous allez, avec vos enfants, faire exactement ce que vos parents ont fait, c'est-à-dire payer l'université, payer, et éviter que vos enfants prennent des responsabilités, des dettes sur leur avenir, en acceptant le prêt du gouvernement. Ah! Moi, si je peux, oui. Oui, c'est sûr. C'est ça qu'on construit le generational wealth. Moi, je ne sais pas comment le traduire nécessairement, mais la richesse générationnelle, c'est comme ça qu'on l'a construit. C'est justement pour que nos enfants puissent partir à un point de départ
qui est encore mieux que notre point de départ à nous, celui de nos parents. Donc, si on peut, ben moi, jouer. Mais oui, c'est sûr. Je pense que dans un autre sens, ça serait peut-être justement de les responsabiliser par rapport peut-être à l'argent un peu ou quoi que ce soit, mais c'est pas non plus de rien leur payer pour que comme débrouille-toi toi-même. Mais c'est que justement, tu sais, une fois qu'ils reçoivent un chèque, ben, c'est d'être comme, OK, ben, prends une partie, mets-la dans tes épargnes, l'autre, mets-la dans un fonds de sécurité ou quelque chose comme ça, mais c'est pas non plus de le laisser payer tout, puis... ouais. Je sais qu'il y a des parents qui pensent différemment, là, qui sont comme, ben, moi, j'ai struggle pour l'université, j'ai travaillé, j'ai étudié en même temps, donc je veux que tu vives la même expérience, je veux que tu comprennes comme la vraie vie, puis payer tes propres factures. Pour moi, je pense pas que c'est nécessaire, justement, parce que moi, j'ai eu de la difficulté. Mon enfant doit avoir de la difficulté pour comprendre ma réalité, tous les sacrifices que j'ai faits. Je pense, comme tu dis, il y a une question d'éducation. On peut apprendre à son enfant c'est quoi travailler dur, la valeur de l'argent, sans que la personne soit dans la misère et la souffrance, puis doit travailler des heures, étudier. Comme, il y a moyen de responsabiliser son enfant sans lui faire payer l'université. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Je suis d'accord. Alors, je demande la parole. Bon, le conflit, comment ça se complique. Je demande la parole. Alors, c'est un très beau raisonnement. Ne pas faire en sorte que nos enfants subissent ce qu'on a subi, connaissent ce qu'on a connu. Mais si moi, je regarde, parce que je n'ai plus de futur là, mon futur est derrière moi, je m'en vais vers la tombe, et puis je ne peux pas être garanti ou avoir la garantie que ma vieillesse va très bien se passer. On ne dira pas qu'on va le lâcher dans le centre et puis on ira le voir le 24 décembre ou le 31 décembre. Le 1er janvier, bon, on est fatigué, n'est-ce pas? Etc., etc. Si ma vieillesse n'est pas garantie, je ne suis pas assuré d'avoir une bonne vieillesse. Est-ce que je ne devrais pas, moi, ça dépend de l'enfant que j'ai là. Si j'ai Valérie, j'ai une chance. Mais si j'ai Naïka, comme elle est là, je n'ai pas de chance. Et Corinne, je ne suis pas très sûr. À un moment donné, on fait des calculs, même si on est vieux, mais quand même, on se dit... Il vaut mieux mettre de l'argent de côté pour payer mes funérailles. Il y a des enfants comme ça, là, qui ne nous garantissent même pas les funérailles, qui nous garantissent, et comme les Haïtiens disent souvent, c'est la veille de la fête pour savoir si la fête sera une belle fête. Si on voit déjà ce qu'on a là, ne prenez pas de chance. Alors, il faut que... Il y en a de ces parents qui préparent tout jusqu'à leur funérailles parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur funérailles seraient assurées par leurs enfants. Mais ce ne serait pas justement, entre guillemets, un échec, si on veut, de la part du parent, de fait de ne pas avoir assez éduqué son enfant par rapport à l'argent qui ferait en sorte que... Tu sais quoi, je sais que mes funérailles vont être assurées, j'ai bien appris à mon enfant, je lui ai donné les bons outils pour qu'il puisse vraiment comme, m'assister à travers tout ça. Donc, ça serait pas justement, entre guillemets, une part de responsabilité du parent que... La faute du parent. Entre guillemets, tu sais, parce qu'à the end of the day, justement, après ça, l'enfant aussi doit voler ses propres ailes. Mais la base, justement, tu sais, la mise de fond, là, le parent... ouais, je dirais que le parent aurait dû un petit peu... Ça s'appelle être une avocate des causes perdues, tu vois? Parce que ça, là, ce qu'elle m'a servi, là, mettre elle a essayé autant comme autant. Ça veut dire que l'enfant qui ne prend pas sa responsabilité vis-à-vis de ses parents, mais c'est la faute du parent si l'enfant ne prend pas sa responsabilité. Non, on a 3 enfants, qui viennent du même père, de la même mère, même éducation, et puis c'est 3 enfants totalement différents. Si on a un des 3 sur qui on pense pouvoir compter
Mais pas les 3. Si on a 2 sur 3, là, c'est une très grande chance. 3 sur 3, c'est comme si, c'est un coup de circuit, là. Hein? Parce que, et pourtant, les enfants reçoivent les mêmes études. C'est la personnalité de chacun. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une part de responsabilité propre à chaque personne. Tout le monde a sa personnalité, sa façon de voir les choses et tout. Mais je suis d'accord avec Maïka. Il y a une base qui part du parent, de l'éducation, qu'on leur a transmis, les valeurs, ce qu'on leur a appris. Après, chacun fait sa route, mais c'est rare que les enfants vont dévier complètement à l'opposé de ce que les parents ont montré aussi. Là. On est toujours un peu proches. Mais je ne vous souhaite pas d'avoir un enfant drogué, un enfant qui fait des mauvais coups, un enfant qui va voler, un enfant... Mais il faut comprendre que c'est des bons parents là, qui ont des enfants comme ça aussi. Vous savez, on va faire une petite bifurcation. Un des arguments des homosexuels, hein, qui demandent d'avoir le droit d'élever un enfant, parce qu'ils ont des enfants aussi homosexuels, hein, ils peuvent adopter, etc. Et lorsqu'on leur dit, est-ce que ces enfants-là ne risquent pas de devenir homosexuels, et ils donnent comme argument, moi, mes parents n'étaient pas homosexuels, et je suis homosexuel. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on donne, c'est exactement ce que les enfants vont prendre. Là. Non, c'est et ça. moi, je ne me sentirais vraiment pas responsable d'un enfant délinquant. D'un enfant abuseur, d'un enfant qui vole ses parents, d'un enfant qui abuse de ses propres parents. C'est pas de la faute du parent, là. Non. Hé, Naïka, là! C'est pas... Refais tes devoirs, Naïka! Refais tes devoirs! Comme je dis, il y a une base qui est donnée. À nous donner, ton enfant peut finir... peu importe, mais il y a une certaine base que le parent doit donner. Puis une fois que tu approches de la mort, c'est sûr que là tu vois, ok, peut-être que mon enfant, oui, il va s'en sortir ou pas, ou whatever. Mais si tu es satisfait avec le fait que tu as donné cette base-là, puis que ton enfant semble aller dans la bonne direction, je vois pas pourquoi s'inquiéter, là. For me. C'est hors du contrôle du parent de savoir c'est si l'enfant va prendre soin de lui quand il va être plus vieux ou pas. C'est un peu hors de son contrôle. Ça dépend de l'enfant, puis que tu es investi dans l'enfant ou non, que tu l'as aidé financièrement ou non. On ne sait pas comment l'enfant va réagir quand il va devoir prendre une décision par rapport à son parent. S'il le place, s'il le garde, funérailles, ça va être comment. C'est un peu... pour vraiment avoir tous les fonds du monde, finalement... C'est ça. Juste quand même, c'est ça, là. On ne sait pas. I don't know. Ça dépend aussi de votre relation entre les parents. Alors, moi, je pense que c'est une question de mentalité, c'est une question de milieu, parce que le milieu d'où je viens, moi, c'était de travailler à relever le niveau familial. C'est pour ça que je parle qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que tout le monde travaille ensemble, là, mais au moins qu'on veut, et surtout pour la cellule, le père, la mère, les mères monoparentales, on en parle ici, mais c'est dans l'autre pays qu'il y en avait des mères monoparentales, avec aucune aide, là, qui vont élever leurs enfants et en faire des citoyens vraiment qui ont réussi leur vie. Et c'est de cette façon-là que la mère monoparentale va se sentir comme quelqu'un qui a réussi par le biais de son enfant. Donc, on s'entend que les enfants en Haïti ont grandi dans une autre mentalité. Ici, on est à peu près dans la route ou presque dans la route, et puis on ne voit pas les difficultés d'un parent qui travaille et qui nous donne tout. La dernière fois, je pense qu'on a parlé de ce parent qui pouvait offrir, qui ferait tout pour éviter que son enfant ait des influences négatives, tout pour lui donner la paire de Winning Shoes à $300, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui reçoit ça va se dire que ma mère n'est pas pauvre. C'est à 15 ans, 14-15 ans, là, ma mère n'est pas pauvre, elle va grandir dans l'état d'esprit que la famille est riche et puis je n'ai rien à faire pour ma mère. Donc c'est une question de milieu,
Davantage. Ouais. Alors, Yes. est-ce qu'on revient à la question de savoir que l'argent des enfants a beaucoup plus d'importance? C'est pas le même argent, là. Les parents, c'est l'argent Monopoly, peut dépenser l'argent pour nous, pour notre bien-être, mais l'argent des enfants, c'est la grosse argent, la vraie argent, En tout cas, moi, je ne prends pas pour acquis. Je ne prends pas pour acquis. Mes parents, ils sont riches, que c'est un puits sans fond. Je pense juste que... aussi, je me dis qu'ils ont moins de dépenses qu'avant parce que les enfants ne sont pas à la maison. Donc, j'imagine qu'ils ont un peu plus de fonds qu'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas investir en eux-mêmes et en leur futur propre à eux. Donc, ça dépend de l'enfant aussi, de ses valeurs. C'est sûr qu'il ne faut pas abuser non plus aussi. Je pense que oui, c'est sûr que nos parents, leur argent est pour nous, entre guillemets, on s'entend, mais comme tu dis, ils ont probablement des objectifs, des choses qu'ils veulent faire pour eux, surtout plus ils vieillissent, des rêves à accomplir, d'enfin pouvoir voyager et tout. Fait qu'il faut quand même avoir ce respect-là de dire, ben, j'ai mon argent, t'as ton argent, puis chacun sa vie. Là. Puis on apprend à redonner comme enfant autrement, peut-être si c'est pas en payant des factures, ben c'est en étant présent, en donnant beaucoup d'amour ou bien en aidant concrètement le parent avec ses tâches qu'il a peut-être de la difficulté à faire au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge. Donc on peut être présent et redonner autrement. Oui, mais encore faut-il qu'on soit conscient, n'est-ce pas? Et qu'on ait un objectif à cet effet. Ben, si on n'a pas cet objectif-là, ben, il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire. Et on en vient à regarder, et ça arrive tellement souvent, pas seulement dans nos familles haïtiennes, là, ça arrive même dans les familles québécoises, que des héritages familiaux ne trouvent pas acquéreurs, ne trouvent pas preneurs dans la famille. La jeunesse ne prend pas ses responsabilités parce que, bon, lorsqu'on travaille, on travaille pour faire évoluer la famille, on s'entend, et puis les jeunes qui ont des professions libérales décident de ne pas continuer dans la vie. Je parle d'un commerce, je parle d'une entreprise familiale. Souvent, ces entreprises-là restent orphelines parce que les jeunes trouvent autre chose à faire ou n'ont pas du tout d'intérêt pour le commerce de leurs parents et laissent tout ça partir en fumée, je dirais, n'est-ce pas? Parce que, bon, il n'y a pas de suivi avec tout ça. Ça devrait être un risque que le parent sait quand il fonde sa business ou son entreprise, parce que tu peux pas prévoir que l'enfant va prendre le relais si c'est pas ça que l'enfant aime faire ou que tu sais qu'il veut faire. C'est pas que l'enfant est nécessairement ingrat, mais c'est juste qu'il n'est pas, comme tu as dit, intéressé à prendre le relais et à trouver une autre profession. Mais je pense que c'est quelque chose que le parent doit avoir en tête aussi quand il fonde son entreprise. Moi, je trouve ça dommage. Honnêtement, moi, c'est quelque chose que je pense qu'en tant que parent, d'avoir travaillé, j'ai fondé mon entreprise et tout, puis de voir que justement, ça part en fumée parce que moi, je prends ma retraite et aucun de mes enfants est prêt à prendre comme ça doit être. Oui, c'est sûr, c'est un risque. C'est sûr, c'est un risque, puis on est tous conscients qu'on peut pas forcer l'enfant à gérer la business. Mais en même temps, c'est triste que tu n'aies pas pu transmettre ta passion, ton amour pour ton entreprise à ton enfant, puis que les enfants se disent, bah, ça m'intéresse pas, vends-le ou on ferme ou peu importe. Comme, c'est triste. C'est vraiment triste. Ça fait mal, là. Alors, donc, est-ce qu'on pense effectivement, à notre patrimoine? Lorsqu'on me dit, oui, le temps est venu de quitter papa-maman pour aller bâtir, aller faire ma vie et bâtir mon propre patrimoine, surtout lorsqu'il y a une base. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien là. On a une entreprise. Est-ce que c'est nécessairement, exemple, là, on ne va pas se le cacher, c'est pas vrai que quelqu'un qui a étudié en droit va vouloir continuer un marché d'alimentation vraiment qui ne paye pas de mine. Mais c'est peut-être aussi que
l'enfant ou les enfants peuvent contribuer à changer le visage du marché, à en faire, plutôt que d'avoir un petit bébélé, là, d'avoir un super C, je ne sais pas, un maxi, pourquoi pas? Ça me fait penser au footballeur là, qui a pris, là j'ai un blanc maintenant, qu'est-ce que je dois dire son nom, mais il a repris la business de la boulangerie de ses parents récemment, alors qu'il est en médecine aussi. J'ai un blanc, mais ça ne vous dit rien. Je vois de qui tu parles, une barbe? Oui. Ouais, j'arrive pas. Mais bref, ouais. Donc oui, c'est possible que l'enfant reprenne la business malgré ses autres rêves et ses autres besoins. C'est une possibilité, là. Et quand on dit qu'il y a une possibilité, c'est pas nécessairement de raccrocher toutes les études qu'on a faites, sa blouse ou je ne sais pas, sa toge d'avocat, etc. Mais est-ce qu'il y a un moyen de gérer le bien en question, le commerce en question, en voyant à ce que tout se passe bien, mais en ayant une gérance de quelqu'un, etc. Mais qu'on pense à grandir pour, je sais pas là, tout ce que le parent a fait, n'est-ce pas, qu'on puisse garder. Exemple, une station de radio comme ça, à un moment donné, s'il n'y a pas de relève, la station va mourir de sa propre mort. C'est sûr qu'il n'y a rien d'éternel, on s'entend, mais moi je parle de patrimoine familial. Ce soir, on est à parler de patrimoine familial. Les plus grands empires partent toujours d'une idée de quelqu'un et puis qui va chercher d'autres personnes et d'autres personnes vont continuer. Mais il faut que les enfants s'impliquent d'une certaine manière. Quand les enfants ne s'impliquent pas, on ne voit pas d'avenir dans notre entreprise. Je pense que c'est de créer cette richesse générationnelle, justement, comme tu parlais plus tôt. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour les communautés noires en général. On n'a pas cette habitude-là ou ce réflexe-là de continuer ce qui a été fait par les autres avant, mais c'est important, justement, OK, moi, je vais peut-être pas pouvoir faire la cuisine dans le restaurant de mon père parce que je suis pas cuisinier, mais d'engager des gens, d'entretenir l'entreprise, de s'assurer que ça continue, c'est vraiment important, puis de vivre mon rêve, moi, à côté quand même. Si on veut, on peut. Alors, je parlais de mise en commun. Je parlais de mise en commun. Je parlais toujours de fructifier le patrimoine. Mais maintenant, ça va dépendre, là, parce qu'on a dit au début de cette émission que l'enfant ne s'identifie pas du tout, le jeune enfant ne voit pas du tout de patrimoine, là, parce que c'est tout ce qu'il y a là, c'est quelques meubles, c'est une petite maison. C'est votre patrimoine quand même. Et ça commence petit et ça peut grandir, mais dans la mesure que tout le monde apporte sa contribution au patrimoine. Que tout le monde apporte sa contribution. Petit, on parlait d'entretien, de faire jeune, là, je dirais. On apporte son entretien, c'est ce qu'on a comme faculté, comme capacité. Et plus vieux, lorsqu'on commence à travailler, on peut même aller jusqu'à investir. Et on a dit tout à l'heure que si les parents sont trop âgés pour prendre les risques, oui, on peut effectivement donner la garantie. Non, moi, je sais ce que je fais, papa, maman, et puis on devrait aller plus loin, on devrait hypothéquer cette maison pour la rénover, en faire quelque chose de plus grand et de plus fort et de plus viable, et ça contribue. Et il y a de ces idées-là, c'est dans la tête des jeunes, de personnes plus jeunes qu'on va les trouver. Mais quand on est un petit peu plus vieux, on n'est pas rendu, on a dépassé cette étape-là.
n'est-ce pas, de prendre des risques, de courir des risques. On s'entend? Je pense qu'on a pas mal dit là-dessus. Ça revient aux parents d'éduquer son jeune. Ça peut commencer tôt, de lui faire comprendre les charges familiales, les dépenses, puis comment on gère l'argent, puis comment il peut s'impliquer dans la famille financièrement ou autrement. Donc, ça peut commencer très tôt, cette éducation-là. Puis ça va aider l'enfant, au final, à prendre ses responsabilités, autant dans l'entreprise familiale que juste dans le patrimoine en général. Je pense que c'est une conversation qui est pas facile pour les parents d'avoir avec leurs enfants. Justement, l'argent, on veut pas que les enfants pensent qu'on n'a pas d'argent, qu'ils stressent par rapport à ça ou quoi que ce soit. Mais au contraire, c'est important de leur dire les sacrifices, comment on travaille dur, l'argent qu'on a, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on est intelligent avec notre argent pour que dès un jeune âge, ils aient ce réflexe-là. Et rendu à 25 ans, quand ils travaillent et tout, ils aient le désir de réinvestir avec leurs parents aussi. Je pense que dans le day-to-day life, justement, comme tu dis, c'est vraiment de responsabiliser l'enfant, tu sais, même quand vous allez à l'épicerie, de faire attention au prix, ce genre de choses-là. Dans les trucs faciles pour que l'enfant puisse comprendre, puis qu'éventuellement, quand il grandisse, ben, c'est quelque chose qu'il va vraiment introduire dans son quotidien, puis que ça va être facile, entre guillemets, pour lui de juste continuer avec ce qu'il a appris. Je sais qu'il y a des parents qui aimeraient juste comme gâter l'enfant, puis lui donner, puis lui faire croire que oui, moi je suis le parent héros, je suis là pour toi, peu importe ce que tu as besoin, mais ça va pas aider l'enfant au final. Ça lui tire dans le pied. Donc mieux vaut être transparent, honnête, puis lui montrer la réalité, puis la vraie vie dès le départ. Puis l'enfant, il peut encaisser ça très facilement. Ça va pas le traumatiser. Ça va avoir le prix d'un sac de lait. Mais comment ça se passe lorsque on a plusieurs enfants dans la famille? Est-ce que c'est aux parents encore à parler, parce qu'on parle toujours de fable, le parent qui va parler à ses enfants, travailler, prenez de la peine, car c'est le fond qui manque le moins, c'est la peine qu'on n'a pas, on ne prend pas souvent la peine de faire ce qu'il faut pour réussir dans la vie, n'est-ce pas, même s'il n'y a pas grand-chose, on travaille ensemble. Oui, mais on est plusieurs dans la famille. Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'il faut compter sur ceux qui sont, parce que c'est rare que les trois soient des gens de bonne volonté, n'est-ce pas? Il y en aura toujours un mouton noir, ça c'est une moutonne noire aussi. Il y en a toujours, n'est-ce pas, qui ne voudra pas. Mais ceux qui veulent, est-ce que c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de continuer et de se mettre ensemble et de faire fructifier en regardant ce qu'on a et de savoir où est-ce qu'on veut aller? Oui, totalement. Le plus tôt c'est entretenu, le plus loin ça peut aller. T'sais. Depuis qu'ils sont inscrits depuis un jeune âge, ben, quand ils vont grandir, ça va être plus facile justement de juste continuer l'entreprise familiale. Puis je pense aussi que il faut choisir avec qui tu veux aller en business. Même si ta famille, c'est vrai que tu dois voir si tu t'entends bien avec ton frère ou ta soeur ou la personne avec qui tu veux investir dans le patrimoine. Il faut qu'il y ait une belle relation parce que ça peut facilement tourner au vinaigre puis pas être agréable. Ça peut créer des conflits à long terme. Donc oui, c'est important. C'est possible qu'entre eux, mettons, les frères ou bien entre la fratrie qui s'organisent ensemble pour investir ensemble, sans les parents, mais il faut qu'il y ait une belle relation de base. Je pense que s'il y a toujours comme un frère ou une sœur, tu sais, il y en a toujours là, un frère ou une sœur qui est comme moins avec les autres, qui est moins impliqué, je pense que c'est correct aussi, là, tu sais, de ne pas forcer la personne si la personne n'est pas intéressée, pas disponible et pas capable financièrement, mais c'est correct aussi, puis de ne pas avoir un conflit justement parce que le frère n'a pas investi avec les autres. Ben, le frère ne voulait pas investir, on pense à autre chose, ça, c'est correct. Donc, mais l'objectif doit être là, n'est-ce pas, et le plus possible qu'on peut réunir, parce que bon, on a fait l'exercice ce soir en parlant de la famille, mais c'est toute une communauté qu'il faut voir. Quand on parle d'une famille réussie, on parle de 2 familles qui réussissent, 3, 4, etc., mais c'est toute une communauté qui va réussir. Et ça, il faut qu'on ait à cœur la réussite de notre communauté. Et ça, il faut
qu'on ait à cœur de s'y mettre pour participer à la réussite, à la richesse collective, à l'enrichissement de la communauté. Ça là, moi je pense que c'est quelque chose qui nous manque, parce que chacun pense de son côté et va réussir individuellement de son côté, même si on est membre d'une même famille avec des possibilités, mais on va toujours aller faire un solo, une bande à part, n'est-ce pas? On ne peut pas jouer ensemble dans une équipe gagnante, hein, et voir si j'ai là 4 familles, les 4 familles pourraient travailler ensemble pour créer collectivement de la richesse. Si au départ, des membres d'une même famille ne peuvent pas se mettre ensemble pour consolider un patrimoine, agrandir un patrimoine, voir s'il s'agit d'étrangers, n'est-ce pas? Mais la communauté change au fur et à mesure. Je pense que la mentalité change de plus en plus. Par exemple, on veut supporter les business qui sont... dont les propriétaires sont des Noirs, par exemple. Il y a comme une mentalité de supporter notre communauté, puis la faire grandir, puis aussi par l'éducation financière, regarder juste déjà nous, comment on réfléchit. Peut-être c'est un peu différent de nos parents, comment ils ont réfléchi au niveau financièrement. Puis on va transmettre quelque chose d'autre à nos enfants. Donc, au fur et à mesure, la mentalité va changer, puis comme communauté, on va pouvoir mieux se rassembler pour investir entre nous et pour nous. Alors, j'espère qu'on est parti, qu'on a toujours le même point de départ, là. Avant de pouvoir faire ça pour toute une communauté, il faut commencer par sa famille. C'est pour ça qu'on a parlé de patrimoine familial, là. Si on n'est pas capable de réussir dans notre famille, collectivement, familialement, il va être extrêmement difficile de réussir avec d'autres, de travailler, et puis ça serait tout simplement quasiment inconcevable, n'est-ce pas, qu'on puisse réussir avec d'autres et que la possibilité, je ne parle pas de cas où il n'y a pas de possibilité du tout, mais je connais une famille où il y a un frère et 2 sœurs peuvent se mettre ensemble et réussir, n'est-ce pas? Les conjoints peuvent se mettre ensemble et bâtir quelque chose, n'est-ce pas? Mais encore, faut partir de la famille. La famille, c'est la cellule de la réussite, tout comme ça peut être la cellule de la division si on n'est pas une famille unie. Je veux dire que tous les parents offrent un duplex à leurs enfants. Comme ça va assurer une richesse. Moi, je sens comme ça, une idée comme ça. Ma mère, si elle m'écoute, je suis là, je suis ouverte. Bon, c'est un petit duplex, je vais m'en occuper. Puis, pas de problème. Entretenir. Voilà. On va faire le ménage, pas de stress. Alors, Valérie, qu'est-ce que tu as retenu? Que j'ai besoin que quelqu'un investisse sur moi. Non, que tout part de la cellule familiale, donc l'éducation des enfants dès un jeune âge par rapport au patrimoine, l'importance d'entretenir, d'investir intelligemment, ça part à un jeune âge. Naïka? Voilà. Ben, dans la même lignée, dans le sens qu'on doit responsabiliser l'enfant à un jeune âge sans nécessairement lui faire passer la misère, même pour qu'il puisse éventuellement justement comme prendre le relève puis qu'il y ait une bonne transition pour que le patrimoine familial puisse perdurer. Corinne? Oui, c'est un peu ça. Ne pas surprotéger les enfants, être complètement transparent financièrement avec eux pour qu'ils puissent savoir c'est quoi la vraie vie. Mais voilà comment on a vu cette question importante, le patrimoine familial. Merci Valérie. Merci Corinne. Merci Naïka. Merci Franck Saint-Louis qui était à la régie technique pour nous. Merci, au revoir et à la prochaine.